Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah qui éprouve qui il veut par diverses maladies. Qu'elle appelle la bénédiction de la sur Muhammad, ainsi que sa famille pieuse, ses valeurs compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères, sœurs, dans la foi, face au cancer, la mobilisation est grande dans le monde entier. Une préoccupation de tous au vu des conséquences observées. Mais en réalité, que comprendre du cancer? Comment le combattre? Réponse dans cette émission de Victimes de l'Islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur le canal international. Rendez-vous à 3 articulations. L'entretien qui sera consacré au cancer du sein, actualité oblige, mais aussi au cœur de la société et la cérémonie du sein Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter, mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Ici, nous avons au niveau de Wal Asr la lettre Sad qui est Sakina. Et en s'arrêtant, la lettre Ra sera également Sakina. Donc on aura 2 lettres Sakina. Il faut que les 2 se lisent. Mais maintenant, le Sad, il a la caractéristique de Al-Hams. C'est-à-dire il y a l'écoulement de l'air qui se produit au moment de sa prononciation. Ce qui nous permettra d'allonger, n'est-ce pas, sa prononciation avant de lire la lettre Ra. Et la lettre Ra, elle est Sakina, précédée d'une lettre Sakina. On verra ce qui vient avant, c'est-à-dire la lettre Ayn ici qui porte Al-Fatha. Alors le Ra sera lu avec At-Tafrim. Mais on donnera suffisamment de détails concernant cette règle à partir du niveau 3. Donc nous lisons Wal Asr. De cette façon-là, Wal Asr. Si vous faites Wal Asr, sur, là vous aurez lu la lettre Sad, n'est-ce pas, comme si elle était une lettre de Al-Qalqala. Donc il faudra que le Sad soit aspiré par le Ayn. Donc on lit Wal Asr, Wal Asr. Et le Ra lui vient à part. Wal Asr. Et le Ra, on l'a dit, il est lu avec At-Tafrim. Innal insana lafi khusr. C'est la même chose ici. Innal insana. Au niveau déjà de Nun, qui est Mushaddada, on fait Al-Ghunna. Insana, nous avons An-Nun Sakina suivi de la lettre Sin. On fera Al-Ikhfa à ce niveau. Innal insana lafi khusr. Ici, lafi khusr. Nous avons la lettre Ra qui est le At-Tafrim, suivi d'un Sin qui est Sakina, et puis de la lettre Ra qui, du fait de la pause, sera également Sakina. Et dans ce cas, la lettre Sin également est lue avec Al-Hams. Ce qu'il faudra donc qu'on fasse ici, c'est d'allonger la prononciation, n'est-ce pas, de ce signe-là. Donc, khus. Et le Ra suit après. Khusr. Innal insana lafi khusr. De cette façon-là. Mais si vous faites lafi khusr, là ce ne sera pas correct. Khusr. Mais lafi khusr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ici, إلا الذين, les 2 lames sont mushaddada, sont doublées, et on ne doit pas faire al-ghunna sur ces lames. On ne fait pas al-ghunna sur l'âme, on fait al-ghunna uniquement sur la lettre Nun ou bien la lettre Mim qui sont doublés. Parce qu'au moment on entend les gens lire illalladhina, ça ce n'est pas correct. Illalladhina simplement. Illalladhina et pas illalladhina, mais illalladhina amanu. Amanu, ici nous avons donc un Hamza, n'est-ce pas, qui est suivi par un Alif al-Mad. Nous sommes dans le cadre de Maddul Badal. Donc et dont la durée de prolongation, n'est-ce pas, est de 2 harakat tout simplement, du moins pour ce qui est de la lecture de Hafs que nous sommes en train d'étudier. Donc إلا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Ici, وعملوا الصالحات, la lettre sod, n'est-ce pas, qu'il est à tafrim, et وتواصوا, ici le deuxième sod, lui également avec à tafrim. Donc وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Si on s'arrête sur la lettre qaf, ici on fera al-qalqala, parce que dans ce cas, elle sera supposée être sakina. Donc, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Dans ce cas, on fera le qalqala. Mais si on ne s'arrête pas, ou bien si on reprend la lecture pour poursuivre et terminer, on ne fera plus le qalqala. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et bis-sabr, on fait la liaison entre le, n'est-ce pas, le bi et le sad, alif lam shamsiya, comme dans tous les autres cas là. Donc bis-sa et la lettre sad qui est avec at-tafrim, le ba qui suit qui est sakina, on fait donc al-qalqala sur ce ba. Parce que ba c'est une lettre de al-qalqala. Donc bis-sabr, b et puis le ra qui suit qui est également avec at-tafrim. Donc wa tawasaw bis-sabr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Une fois de plus, bienvenue sur ce plateau de votre émission vitrine de l'islam face au cancer du sein. Ça sera l'objet de l'entretien de cette autre émission avec une dame du domaine, Madame Halmata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya ukhti. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya akhi. Elle s'appelle Halmata Mohamedou, épouse Hamadou. Elle est donc chercheure au Minrezi, mesdames, mademoiselles, messieurs. Ajoutons que la sœur Halmata est doctorante à la faculté de sciences de l'université de Douala. La sœur Halmata est aussi étudiante en sciences islamiques. Elle est notamment en 6e année à l'Institut Al-Aqsa, section femmes. L'institut que vous connaissez d'ailleurs très bien. Mesdames, mademoiselles, messieurs, notre sœur est aussi membre de la CAMWA, la Cameroun Muslim Women Association. Qu'Allah vous récompense, chère sœur, d'avoir accepté notre invitation. Actualité oblige. Le cancer fait d'ailleurs des ravages aujourd'hui dans le monde. Nous allons en parler pour rester dans la mouvance de la sensibilisation. Mais avant toute chose, c'est quoi le cancer? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, cher frère. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être là sur ce plateau aujourd'hui et de parler de cette maladie. Quand on dit octobre rose, c'est le mois pour la lutte contre le cancer du sein. Le cancer, c'est lutte toute long de l'année, mais dédié à ce mois, nous oblige à parler de ce cancer et nous allons répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'est le cancer. Le cancer est une prolifération anarchique, incontrôlée des cellules de l'organisme qui résulte d'une incapacité des cellules à équilibrer la division, c'est-à-dire la croissance, la différenciation et même l'intégrité du tissu. Tout simplement, le cancer, ce sont les cellules qui se rebellent de l'organisme et qui font en sorte que l'organisme n'arrive pas à gérer cette multiplication, tout simplement. La sœur Halmata, à vous écouter, le cancer n'est pas une maladie comme les autres? Tout à fait. Évidemment, le cancer n'est pas une maladie comme les autres parce que la plupart des maladies ne s'attaquent pas au niveau cellulaire, mais le cancer, effectivement, ça s'attaque au niveau de non seulement la mutation de cellules, mais avec la multiplication anarchique de ces cellules. C'est comme si c'était un coup d'État à l'intérieur de l'organisme, c'est comme si c'était des soldats de l'organisme qui se rebellent contre leur propre patrie en quelque sorte. Effectivement, et ces soldats sont très très malins, c'est pourquoi généralement on parle de la tumeur maligne.
ces soldats sont vraiment malins. Donc, ils utilisent les points pour se cacher et se multiplier sans que l'organisme ne se rende compte. Et quand l'organisme souvent se rend compte, souvent c'est un peu compliqué. Alors, la sœur, on va donc rester toujours dans la compréhension de cette maladie. Est-ce qu'on peut parler de plusieurs types de cancers? Effectivement, chers frères, on peut parler de plusieurs types de cancers. Nous avons deux grands groupes de cancers. Il y a les cancers solides, qu'on peut donner l'exemple comme le cancer du sein, comme le cancer des ovaires, le cancer de l'estomac par exemple, ou bien de rein. Maintenant, on peut aussi parler de cancer liquide, comme le cancer du sang, qui est la leucémie. On peut aussi parler de cancer qui touche la moelle osseuse. Donc, il existe deux grands groupes de cancers. Barakallahu fik, des grands groupes de cancers, ça suppose à vous écouter, la sœur Halmata, que le cancer peut s'attaquer à tout l'organisme et que chaque organe peut être la cible de cette maladie? Tout à fait. Vu que le cancer attaque souvent avec les mutations au niveau de l'ADN, et l'ADN qui est la matrice même de l'organisme, ça peut attaquer à tous les organes de l'organisme, c'est-à-dire ça peut être les ongles, ça peut être les yeux, tous les organes de l'organisme peuvent être attaqués par le cancer. On parle de plusieurs types de cancers, mais aujourd'hui nous allons nous arrêter particulièrement sur les cancers du sein qui fait ravage dans les milieux féminins. La sœur Halmata, qu'est-ce qui fait la particularité du cancer du sein? La particularité du cancer du sang. Le cancer du sang reste le cancer le plus fréquent chez la femme. Que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau africain ou bien au niveau camerounais, le cancer du sang reste le premier cancer de la femme. Effectivement, ça se développe au niveau de la glande mammaire, de la femme. Donc, le cancer étant le plus fréquent et le plus mortel. Par exemple, au Cameroun, en 2025, on avait enregistré, étant le premier rang, on a enregistré 4207 cas et avec 2285 décès pour cette année, à plus de 80% diagnostiqués au stade tardif. Quand je dis stade tardif, vous comprenez que les patientes, les femmes ne sont pas au courant de cette maladie. Elles arrivent quand le cancer avait déjà pris une longueur d'avance sur la personne. Donc, plus de 80% au stade 4, stade 3. La sœur Halmata, c'est une maladie dangereuse, une maladie mortelle et une maladie donc qui secoue la société camerounaise. Effectivement, quand on entend que c'est venu au premier rang mondial, au premier rang sur tous les continents, on se dit que c'est une maladie mortelle, c'est une maladie qui attaque aussi les Camerounaises et il faut en parler, il faut en trouver des solutions et prévenir ce cancer. Avant donc de chercher la solution, on va rester dans la compréhension de cette pathologie. La sœur Halmata, quelles sont les causes du cancer, notamment les cancers du sein? D'accord, merci, cher frère. Quand on parle du cancer, généralement, on évite de demander les causes. Bon, pourquoi lorsqu'on voit, par exemple, je prends l'exemple sur le palu pour mieux expliquer. Le palu, quand on dit le Plasmodium falciparum donne le palu, et se développe et nous donne la malaria. Maintenant, au niveau de cancer, on parle plutôt de facteurs de risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir ce facteur et que les mutations, par exemple, restent inactives toute la vie et que la personne ne développe pas le cancer. Et on peut ne pas aussi avoir ces facteurs de risque et développer la maladie. Pourquoi? Parce que la mutation peut aussi se faire de façon hasardeuse. Maintenant, il existe plusieurs types de facteurs. Il y a les facteurs externes, il y a les facteurs internes. Quand on parle de facteurs externes, on peut voir la génétique, par exemple. La génétique, c'est-à-dire il y a les mutations dans la famille où la mère ou la grand-mère a transmis à sa fille ou sa petite fille les gènes qui sont incriminés dans le cancer du sein, comme le gène de BCRA1 et BCRA2, et que la fille aussi, à son tour, peut développer, donc la mutation peut être activée et multiplier ce cancer et la fille peut avoir ce cancer. Et nous avons aussi les facteurs hormonaux. Par exemple, l'hormone, l'oestrogène est incriminé beaucoup plus à un taux élevé
active souvent la multiplication de ces cancers. Maintenant, il y a aussi les antécédents, l'âge par exemple, l'âge qui est toujours lié aux hormones. Maintenant, les mastopathies proliférantes également, comme les kystes, les fibromes, et qui peuvent peut-être plus tard, si ce n'est pas bien soigné, se développer en cancer. Les kystes, les fibromes, ça veut dire quoi? Les kystes qui peuvent être dans le sein. Oui, qui se forment sous forme de boules, qui peuvent être souvent douloureux. À la longue, si elles ne sont pas bien prises en charge, ces kystes-là peuvent développer, peut-être engendrer le cancer. La sœur Halmata, nous avons suivi, nous ainsi que nos téléspectateurs, que parmi les causes, il y a les causes génétiques. Ça veut dire qu'on peut hériter le cancer de ses parents, de ses grands-parents, c'est ça? Effectivement, on peut hériter parce que comme j'avais cité les gènes peuvent venir de ton parent ou bien de la famille exactement. Maintenant, les autres causes aussi, on peut parler de l'alimentation, on peut parler également de l'alimentation, il y a l'alcool qui est vraiment incriminé dans le cancer du sein. Il y a aussi les produits chimiques, comme par exemple l'utilisation de déodorants qui contiennent des aluminium et des alcools. Là, c'est une étude faite qui a été prouvée qu'il y a un lien entre ces facteurs de risque avec le développement du cancer du sein. La sœur Halmata, finalement, les causes sont diverses. C'est comme si on est tous exposés au cancer en quelque sorte. Et effectivement, les facteurs de risque sont divers, mais qu'à cela ne tient, il faut mettre un accent sur ces facteurs et pouvoir... Nous allons aussi parler du stress, s'il vous plaît. Le stress, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, on parle toujours de stress. Si on peut aussi éviter, parce que le stress, c'est l'élément primordial pour la progression du cancer. Même si la mutation était inactive, à force d'avoir beaucoup de stress dans la vie, le stress peut engendrer de réactions biochimiques et qui peuvent irriter et inciter au développement du cancer. Barakallah fi ya Outi, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une pause. C'est la suite de votre émission Victime de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes aujourd'hui face au cancer du sein. Nous avons avec nous une spécialiste, la sœur Halmata. La sœur Halmata, dans la première partie de cette émission, nous sommes revenus de long en large sur les cancers, sa définition. Nous avons aussi parlé des causes du cancer. Alors, quelles sont ces manifestations? Généralement, le cancer du sein, on remarque souvent le nodule qui est beaucoup plus à 80% incriminé. On peut aussi avoir le changement de la peau, par exemple, du sein, ou bien même on peut avoir des écoulements anormaux. Les écoulements, je vais expliquer pour que ça soit différencié des écoulements anormaux et normaux. On peut avoir par exemple les écoulements jaunâtres ou du sang au niveau du mamelon. Ou bien, là, ce sont des écoulements anormaux. Maintenant, lorsque l'écoulement est blanchâtre ou bien incolore, là, ce sont des écoulements normaux. On peut aussi avoir la sensation peut-être de lourdeur ou bien le changement même du sang, par exemple le sein qui dévie avec le mamelon qui dévie. Et même au niveau du nodule, quand on dit nodule, c'est beaucoup plus la boule. La boule, généralement la glande mammaire, elle est d'une forme de la boule. Donc les patientes arrivent en demandant que j'ai toujours la boule dans le sang. Mais la différence c'est que la boule normale, elle est mobile. Elle est mobile et quand on met la main derrière la nuque, on essaie de l'arrêter, la boule elle est mobile. Par contre la boule anormale, elle est beaucoup plus fixe et elle est délimitée. Donc, il faudra faire aussi la différence à ce niveau. On peut aussi avoir la peau d'orange ou bien même des rougeurs au niveau de la peau du sein. Tout cela montre les manifestations qui peuvent être les cancers du sein, mais ça peut être aussi les maladies du sein. Par exemple? Les mastopathies, comme les kystes par exemple. Il faut donc un examen plus approfondi pour pouvoir donc confirmer qu'on a le cancer alors? Effectivement. La sœur Halmata, les manifestations sont désormais connues. Quelles sont les
complications du cancer. Est-ce qu'on peut d'abord parler de complications dans le cadre des cancers? Effectivement, pour le cancer du sein, les complications les plus attendues souvent, c'est la propagation du cancer. On appelle ça beaucoup plus les métastases. Ça veut dire quoi? Au départ, le cancer, il est localisé dans la glande mammaire, il est localisé dans le sein. Maintenant, leur complication, c'est que les cellules traversent le sein pour aller peut-être dans l'autre organe, comme les poumons, comme le foie, comme les reins. Et ça crée un désordre pas possible, puisque le foie et le rein n'arrivent plus à faire ses fonctions normalement. Et du coup, la maladie continue à avancer et ça, c'est pas un bon pronostic. Maintenant, on peut aussi avoir la douleur beaucoup plus dans les phases avancées. Et la fatigue également, la fatigue généralisée. On peut aussi avoir les problèmes sur les complications de santé mentale. Par exemple, si les métastases arrivent jusqu'au niveau du cerveau, ça peut attaquer la fonctionnalité du cerveau également. Et il existe bien d'autres complications qui aussi traitent à d'autres maladies. Sœur Halmata, tout à l'heure, nous avons suivi votre définition du cancer. C'est comme si c'était donc des cellules rebelles qui attaquent donc désormais l'organisme. Ça veut dire que ces cellules ne restent pas au niveau du sein, ça se déplace dans tout l'organisme pour créer des dégâts. C'est cela qu'on doit comprendre? Effectivement, lorsque le cancer il n'est pas pris en charge, il n'est pas soigné, ça veut dire que les cellules vont traverser l'organe à un autre organe et d'un autre organe à un autre organe jusqu'à généraliser tout l'organisme. Qu'Allah soit-il nous préserve de cette maladie. À vous écouter, la sœur Halmata, c'est une maladie grave. Effectivement, si elle n'est pas prise en charge de façon précoce, de façon rapide, c'est une maladie très grave. C'est comme si la sœur Halmata, quelqu'un peut porter la maladie sans s'en rendre compte jusqu'à un certain niveau à vous écouter. Effectivement, comme je vous ai dit dès le départ, ce sont les soldats très malins. Donc du coup, pour les rattraper, il faut, la personne peut même avoir ses mutations, peut même commencer à la multiplication 10 ans après. Par exemple, le cancer du sang, le cancer des ovaires, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans avant de pouvoir être diagnostiqué. C'est pourquoi les dépistages précoces sont nécessaires. Nous allons revenir sans doute sur les dépistages précaires afin de pouvoir donc détecter cette maladie. Je voudrais vous poser la question d'une manière globale, la sœur Halmata. Comment combattre donc ce fléau? Le cancer, je vais dire, c'est l'affaire de tout le monde. On va commencer avec d'abord les patientes, donc les femmes. On va commencer avec les femmes qui doivent adopter des gestes qui sauvent, comme on dit souvent dans notre jargon médical, c'est-à-dire la palpation, de connaître d'abord son corps, de connaître le sein, pour que si jamais il y a un changement, que la femme arrive à aller à l'hôpital très tôt, pour pouvoir être dépistée très tôt. C'est-à-dire, la femme, elle doit palper les seins et donc voir s'il y a le nodule, il y a le changement ou bien même un écoulement anormal. Maintenant, au niveau du personnel médical, il faut aussi qu'il y ait la routine de palper. Quand les femmes viennent en consultation, qu'il faut palper les seins, même si c'est au niveau de la consultation générale ou bien même au niveau de sages-femmes, au niveau des infirmiers, il faut toujours essayer de voir comment on va identifier la palpation et pouvoir rattraper ces trucs si jamais il y a un problème. Et au niveau de la société, il faut sensibiliser parce que si on ne connaît pas cette maladie, on ne peut pas la soigner. Maintenant, il faut sensibiliser. Lorsqu'on on a des informations, tout le monde est au courant, ça veut dire que le message est passé et ça passe. Même au niveau personnel, on peut sensibiliser à sa soeur en disant que n'oublie pas de faire ta palpation et tout. Et c'est en fait le meilleur moyen de lutter contre cette maladie, c'est d'abord le dépistage précoce, la prévention. Donc la prévention, à vous écouter, la sœur Halmata, c'est limite à la détection de cette maladie, c'est ça? Oui. La prévention, c'est limite au niveau de détection précoce, donc le diagnostic précoce. Alhamdulillah, alhamdulillah. La sœur Halmata, est-ce qu'il n'y a pas des examens pour détecter les cancers, comme par exemple l'examen du palu, l'examen de la typhoïde? Il faudra absolument, je veux dire quoi,
aller voir un spécialiste pour pouvoir regarder son corps, c'est ça? Tout à fait. Comme on avait dit au départ, le cancer a une particularité. On peut diagnostiquer le cancer de façon rapide, mais dire qu'on va avoir un test qui va prouver, c'est seulement au niveau de mutations. Comme je vous ai dit, les mutations qui sont incluses dans le cancer du sein, comme BCR-A1 et 2, la femme peut aller à l'hôpital et qu'on retire son sang et on prélève, on essaie de voir s'il existe ce genre de mutations. Maintenant, quand il existe ces mutations, ça ne veut pas dire qu'on va aller dans l'ADN et effacer cette mutation, c'est impossible. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de contrôler pour que si jamais, parce que la mutation peut rester inactive toute la vie, la personne peut vivre normalement avec ces mutations sans problème. Donc, lorsque les mutations sont endormies, on va juste les contrôler pour ne pas que ça se multiplie. Maintenant, au niveau des autres facteurs de risque, là, il n'y a pas un facteur où on peut dire que bon, je pars à l'hôpital, je me fais... Mais le truc, c'est limite. Par exemple, si on parle du cancer de col de l'utérus, on peut faire notre frottis cervico-vaginal toutes les ans pour voir, parce que ça prend 10 ans. Ce virus qui est incriminé par ce cancer du col de l'utérus, s'il fait de douleurs ou de ravages, on peut rattraper ça de façon très rapide avant que ça devienne le cancer. À vous écouter, la sœur Khalmata, si quelqu'un est prédestiné à avoir le cancer, il aura. C'est comme si on ne peut que détecter pour éviter les complications, mais pas éviter complètement la maladie. Bon, là, je vais dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné notre destin. Bien évidemment, si on a les gènes qui sont dans l'organisme, on peut ne pas avoir, ce que je disais, on peut ne pas développer le cancer parce que Allah avait prédestiné qu'on ne va pas développer malgré qu'on a ces gènes. Par contre, si Allah avait dit que nous allons développer cette maladie, alors qu'on a ces gènes, plus tard, la maladie va se développer. Mais on a une possibilité de rattraper, c'est-à-dire le diagnostic précoce. Barakallahu fik, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. La sœur Khalmata, avant de prendre la pause, quand vous parlez de diagnostic précoce, est-ce qu'on peut se diagnostiquer soi-même ou il faut absolument aller voir les spécialistes de la santé? Effectivement, c'est pour ça que je dis que le combat commence avec la femme à la maison. On peut diagnostiquer seul. Étant à la maison, en palpant le sang, on va vite voir s'il y a la présence d'une boule ou bien le changement. Mais maintenant, lorsqu'il y a le changement, on arrive à l'hôpital. L'hôpital aussi va essayer de voir est-ce que c'est le kyste. Est-ce que ce kyste-là peut se transformer en cancer? Est-ce que c'est un fibrome ou bien c'est quelque chose qui n'est pas dangereux? Maintenant, si arrivé à l'hôpital aussi, si les personnels font aussi la sensibilisation, essayer de palper les seins, et même quand l'âge est requis, comme par exemple la mammographie qui permet de détecter le cancer de façon rapide. Donc, on peut aussi demander la mammographie à un âge concret, comme à partir de 45 ans, par exemple. Merci la sœur, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons prendre une courte pause. Nous reviendrons juste après. Question de souffler, après avoir écouté autant d'informations d'ordre médical. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, aujourd'hui, votre émission s'arrête sur les cancers, notamment les cancers du sein. Qu'Allah soit-il nous protège de cette maladie qui aujourd'hui fait des ravages. La sœur Khalmata est donc doctorante à l'université de Douala, notamment à la faculté des sciences. Elle écrit une thèse sur les cancers. Elle a aussi soutenu un master sur cette maladie. Elle est chercheure au MINRESI. Alors, la sœur Khalmata, nous avons dans la première partie de l'émission parlé du cancer de long en large, notamment des causes, des manifestations et même de la prévention, entre guillemets, car
la prévention se limite en réalité à la détection de cette maladie. Mais une fois la maladie détectée, une fois l'organisme atteint, est-ce qu'on peut soigner le cancer? Cher frère, effectivement, on peut soigner le cancer. Comment soigner le cancer du sang? Je ne sais pas si la question était s'il faut on soigne le cancer ou bien on guérit le cancer. Alors, c'est quoi la différence? D'accord. La différence, c'est que quand on dit qu'on est guéri du palu, ça veut dire qu'on n'a plus de falciparum, plasmodium falciparum dans notre sang. On est totalement guéri. Maintenant, quand on dit on soigne le cancer, ça veut dire quoi? Les mutations sont au niveau de l'ADN. Oui. Tout ce que le traitement sur le cancer, on soigne, ça veut dire qu'on peut bloquer. Il y a les médicaments qui sont destinés. Les soins qui sont destinés pour le cancer sont là pour bloquer la mutation, qui sont là pour bloquer la multiplication plutôt. Donc, ça n'ira pas effacer les mutations qui sont déjà incluses sur l'ADN, mais plutôt bloquer la multiplication. Ça veut dire que c'est endormi et la personne peut vivre longtemps que possible. En réalité, on ne peut pas guérir, mais on peut soigner. On peut soigner le cancer. Ça veut dire qu'il y a donc plusieurs prises en charge qui existent, c'est ça? Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les prises en charge? D'accord. Il existe plusieurs types de traitements sur le cancer. Du sein, nous avons peut-être... cela dépendra du stade également de diagnostic, bien évidemment, c'est important. Il y a 4 stades. Il y a le stade 0, il y a le stade 1, il y a le stade 2, le stade 4. Maintenant, au niveau du stade 0 et 1, ce sont les stades précoces, comme j'avais dit au début. Généralement, on utilisait la chirurgie. Donc, ça veut dire que c'est déjà localisé. On enlève juste. Et on peut aussi utiliser la chimiothérapie, qui sont des médicaments chimiques qui vont attaquer les cellules cancéreuses en les empêchant la multiplication. Maintenant, nous avons le stade 2 et 3. Il y a aussi la chimio qui intervient à ce niveau-là et la radiothérapie également pour pouvoir brûler certaines cellules également. Maintenant, il y a le stade métastase. Le stade 4 qui a déjà attaqué d'autres organes, comme le foie, les reins et l'organisme généralisé. Là, ça dépend aussi du stade, parce qu'il y a le stade métastatique 1, qui est local, qui ne se voit pas au niveau des organes. Donc, lorsqu'on fait les examens, on ne voit pas ces cellules au niveau des organes. Ou bien même au niveau le stade 2, métastatique, qui est le stade où on observe les fonctionnalités des organes sont en train de lâcher. Et le stade 3, qui généralement le malade est couché et les fonctionnalités sont déjà en arrêt. Maintenant, on utilise à ce niveau les la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie-thérapie palliative. C'est-à-dire quoi? Là, si on trouve que la femme, elle a son cancer qui est déjà avec des blessures, qui est saignant et tout, on peut faire la chirurgie pour lui permettre d'avoir une meilleure vie. Ou bien même faire la chimio palliative. Cette chimio va permettre de stopper un peu la multiplication, de ralentir la multiplication. Mais les stades de soins, si on peut dire les stades où on espère de soigner le cancer de façon directe, et c'est le stade 0 et le stade 1. À vous écouter, le cancer n'est donc pas une fatalité, comme on dit au quartier, la sœur Halmata? Tout à fait, le cancer n'est pas une fatalité, parce que nous, avec la recherche, il y a beaucoup d'avancées sur la recherche au niveau de traitement, au niveau peut-être de méthodes de diagnostic et sur tout ce qui concerne le cancer du sein aujourd'hui, parce que il y a de cela 7 ans, quand nous avons eu à faire notre recherche sur le cancer, bien évidemment, on a rencontré des femmes qui ne savaient pas ce que signifie le cancer. Mais aujourd'hui, je doute fort quand même que, même s'il en existe, il y a moins de personnes. Donc, ça veut dire que le message est déjà passé au niveau de la population. En même temps, au niveau de la recherche, les avancées sont énormes. Alors, parlant donc de la population, arrêtons-nous un peu sur la communauté musulmane. Vous êtes une étudiante en sciences islamiques, vous êtes membre de la CAMWA, c'est la Cameroun Muslim Women Association, une association qui fait beaucoup d'efforts pour les femmes,
La sœur Halmata, quelle attitude est-ce que les musulmans ou la communauté doit donc avoir vis-à-vis des malades du cancer? Alhamdulillah, merci cher frère. Oui, la population doit être très attentive au genre de patients parce que ils en ont besoin, parce que généralement quand la personne est diagnostiquée du cancer, c'est beaucoup plus le moral qui intervient, beaucoup plus. Généralement, dès qu'on dit on a diagnostiqué le cancer, on voit directement la mort. Et c'est pas évident. Il faut bien expliquer pour que la personne puisse comprendre. Étant donc une musulmane, on sait que Allah, il a décrété la vie à tout le monde. La maladie ne tue pas. Donc, c'est lorsque notre temps arrivera qu'on va partir. Donc, c'est mobiliser pour accompagner dans la guérison, dans le soin de cette personne atteinte de cette maladie. De façon à ce que la personne ait beaucoup d'amour et de beaucoup d'informations, de bonnes informations, pardon, de bonnes informations et pouvoir être au petit soin, si on peut dire ça comme ça. La famille a donc son rôle à jouer dans l'accompagnement des malades de cancer. À vous écouter, la sœur Halmata. Effectivement, la famille elle a une place très très importante dans le traitement du cancer. Pourquoi? Parce que bien évidemment, les traitements comportent des effets secondaires. Je ne veux pas nier ça, beaucoup des effets secondaires. C'est carrément un cauchemar pour les malades. Oui, la chimiothérapie et autres. Tout à fait. La chimiothérapie, effectivement. Vous savez, pour le moment, toutes les recherches sont concentrées au niveau de cette molécule qui va pouvoir faire la différence entre la cellule normale qui se multiplie vite et la cellule cancéreuse qui se multiplie vite. Donc, quand on prend la cellule, par exemple, de cheveux, ça se multiplie très, très rapidement. Alors, la chimio, par exemple, n'arrive pas à faire... Il y a certains médicaments qui n'arrivent pas à faire la différence au niveau de cellules. Et souvent, ça attaque les cellules des cheveux ou bien même les cellules du sang, par exemple. Du coup, ces effets secondaires peuvent affecter la patiente. Mais quand la famille, elle est là pour soutenir la patiente, pour lui redonner beaucoup d'amour, pour lui redonner confiance, c'est tellement important. Et on sait que sur le plan islamique, donner du réconfort aux malades, accompagner les malades ou la malade, est source de beaucoup de récompenses. Tout à fait. Allah a dit, si vous aidez votre prochain, il va vous aider en retour également. Donc, c'est important de donner beaucoup d'amour et de pouvoir encadrer la patiente. Donner beaucoup d'amour, mesdames, mademoiselles, messieurs, rendre visite aux malades comme l'islam les prescrit, les accompagner, faire des invocations pour eux est source de récompenses. Ce sont là les enseignements de l'islam. La sœur Halmata, mais avant toute chose, le cancer est une épreuve comme toute autre maladie. Tout à fait. Je veux dire oui, le cancer est une épreuve pour toute autre maladie. Comme les autres maladies, il faut la prendre de façon, comme Allah a dit, quand une épreuve arrive à un musulman, c'est qu'elle suit, c'est pour un bien. Donc, quand la maladie aussi arrive, certainement, il y a aussi une guérison derrière ça. Certainement, il y a une hikma derrière ça. Du coup, quand la patiente est diagnostiquée d'un cancer, la première des choses à faire, c'est de se rapprocher dans les structures sanitaires et de pouvoir avoir l'entourage et les conseils et le traitement qui est adéquat. Et en même temps faire beaucoup de doigts, parce que Allah avait dit, si vous me remerciez, c'est un verset coranique, si vous me remerciez, je vous augmenterai les bienfaits. Donc, en invoquant Allah et remercier de ce que Allah nous avait donné auparavant, étant en bonne santé, Allah peut décider d'enlever la maladie et nous soigner. Et tous ces soins-là, ça accompagne la permission d'Allah. Donc, c'est la permission d'Allah qui fait en sorte que la maladie disparaît. Ce n'est pas les traitements qu'on admet. En fait, c'est le sabab, comme on dit en notre jargon, c'est le sabab, mais c'est avec la permission d'Allah qu'il y ait le soin et la guérison.
Et les invocations sont nombreuses. La Basa Tahurun, Inch'Allah, Shafakallah, autant d'invocations qu'on peut d'ailleurs retrouver dans les petits livres de la citadelle du musulman, des invocations à l'endroit des malades, mesdames, mademoiselles, messieurs. Et il n'y a pas de doute que la maladie expie les péchés. C'est ça en réalité la philosophie islamique que la sœur Halmata, qu'Allah vous récompense. Et petit à petit, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Au début, je vous ai présenté comme un chercheur, voilà, notamment dans le domaine cancérologique. Vous avez un master que vous avez soutenu dans ces domaines-là. Aujourd'hui, vous écrivez une thèse. Est-ce que vous pouvez revenir très rapidement sur vos recherches? Bien évidemment, chers frères. En master, nous avons essayé de faire des recherches au niveau de diagnostic, les méthodes de diagnostic. Vous savez, le problème qu'on a chez nous, ce n'est pas les mêmes problèmes qu'on a chez les autres. Donc, nous sommes obligés de faire cette recherche. Je vais vous prendre une étude qui est faite au niveau de l'Europe. Les femmes qui développent le cancer au niveau de l'Europe sont peut-être à 45 ans, entre 45 ans et 50 ans. Et là, leur méthode de diagnostic, c'est la mammographie. La mammographie, qui est un examen radiologique qui permet de détecter la maladie très rapidement au niveau du sein de la femme. Mais chez nous, ici, particulièrement au Cameroun, les femmes ont le cancer à partir de 18 ans, à partir de 20 ans. Et à ce niveau, la mammographie n'est pas adaptée comme sur une femme de 45 ans. Parce qu'à ce moment-là, les seins sont denses. Et en plus de cela, combien de mammographes existent au Cameroun? Donc bien évidemment, il faut faire des recherches qui sont adaptées à notre contexte. Et là, nous sommes partis de cette base pour trouver les meilleures méthodes de diagnostic. Et nous avons eu à faire des hôpitaux, que ce soit dans la ville de Douala, Garoua, Ngaoundéré ou bien même Bafoussam, où les femmes sont choisies au hasard dans les hôpitaux. Et par exemple, à Douala, nous avons eu peut-être 612 femmes. Alors, les meilleures méthodes sont lesquelles pour nos femmes ici? Pour nos femmes, les meilleures méthodes, nous allons commencer avec la palpation. La palpation au niveau de la maison, avec la période déterminée, par exemple après les menstrues. Où la femme palpe devant le miroir en regardant ses seins pour identifier les nodules et tous ces changements-là, ou bien au niveau des hôpitaux. Maintenant, c'est lorsqu'il y a un problème qu'on peut arriver au niveau des échographies, par exemple, qui est aussi moins coûteux que la mammographie, qui peut aussi regarder s'il y a la présence d'un problème qui peut peut-être engendrer la mammographie ou bien même la demande de la mammographie ou bien même le scanner. Donc, ça se fait de façon graduelle. Barakallah Fia Outi, montons maintenant au niveau de la thèse. Vous écrivez sur quoi? La thèse, en fait, nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup de... Le traitement de cancer, il existe beaucoup des effets secondaires. Maintenant, étant donc à l'IMPM, qui est l'Institut médical de la recherche et d'études de plantes médicinales, nous avons essayé de pallier la plante médicinale avec le traitement du cancer. Nous essayons, bismillah, de trouver, pourquoi pas, une molécule qui nous permettra de trouver la différence de moins des effets indésirables ou bien même pas d'effet, pourquoi pas, dans les molécules qui permettront au traitement, que ce soit dans la chimio, que ce soit dans les autres paliers du traitement, cette molécule qui permettra de différencier la cellule normale à la cellule cancéreuse, donc toucher rien que les cellules cancéreuses et les combattre. Et pourquoi pas aussi trouver une cellule qui va aller enlever cette mutation au niveau de l'ADN, comme je vous ai expliqué au départ. Et tout ceci là en mettant à profit nos plantes. Tout à fait, tout à fait. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur les plantes du septentrion. Donc, les plantes où les tradipraticiens utilisent les plantes médicinales. Nous essayons de récolter ces plantes et d'aller dans le laboratoire et d'essayer d'extraire les molécules et pour tester sur les cellules cancéreuses, bien évidemment, pourquoi pas aussi sur les animaux et plus tard sur les humains. Barakallahu fik, Allah vous assiste, très chère sœur, Jazakillahu khairan. Barakallahu fik, vous êtes aussi étudiante à l'Institut Al-Aqsa, section femmes. Peut-être un mot
sur cette école qui fait des merveilles dans la ville de Douala. Tout à fait, je suis toute contente de parler de mon école, Al-Aqsa, qui est une institut islamique qui est au niveau en face de la prison de Newbel, collège polyvalent islamique, donc qui est de section femmes, samedi et dimanche. Et là-bas, nous apprenons des sciences religieuses, des sciences pédagogiques pour des enseignements islamiques, vu que les femmes ne sont pas aussi nombreuses dans les enseignements islamiques. Nous essayons de relever aussi le niveau de ce côté et de pouvoir pallier. Et Al-Aqsa, vraiment, c'est une merveille. Donc, on vous enseigne votre religion de façon adéquate et les heures sont planifiées et bien élaborées. Je ne sais pas ce que je peux ajouter encore sur Al-Aqsa. Vous avez déjà tout dit, vous avez déjà suffisamment dit. Qu'Allah exalté soit-il accompagne donc toutes ces femmes-là qui cherchent la science. Un clin d'œil d'ailleurs à notre enseignant Abdelkader Hamoua, qui est donc le directeur de l'Institut Al-Aqsa. Un autre clin d'œil aux membres de la Kamwa, la Cameroun Muslim Association. Nous pensons comme ça à Aminatou Saher, qui est donc la présidente nationale, ainsi que toutes les autres femmes au Cameroun qui se battent, mesdames, mademoiselles, messieurs, au quotidien pour la promotion de l'islam en général et la promotion de la femme en particulier. La sœur Halmata, avant de prendre votre dernier mot, au vu des recherches existantes, vous êtes quand même dans le domaine. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les malades atteints du cancer? Effectivement, il y a beaucoup d'espoir et le cancer, beaucoup de femmes ont été soignées et ne présentent aucun signe et ont vécu de longues années. Donc, il y a l'espoir, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau du traitement. Aujourd'hui, on arrive à détecter le cancer de façon précoce. Si tout est planifié, on arrive aussi à traiter ces cancers-là et que la femme se retrouve. C'est comme le VIH en principe. Aujourd'hui, le contexte du VIH a été compris. Les personnes vivant avec le VIH vivent normalement comme les autres personnes qui n'ont pas eu cette maladie. C'est la même chose avec le cancer. Aujourd'hui, on arrive à vivre avec le cancer tout comme une personne normale. Lorsqu'elle est inactive, cette mutation, lorsqu'elle est stoppée par la multiplication, tout redevient normal. Donc, avec les doigts, bien sûr, également, on peut accompagner cet espoir. Votre dernier mot, la sœur Halmata? Mon dernier mot, c'est que je voulais dire, je vais toujours revenir sur le hadith du prophète sallam qui disait que pour toute maladie, il y a une guérison. Et lorsqu'on trouve cette guérison, ça s'accompagne par la permission d'Allah. Lorsqu'on trouve ce médicament, la guérison s'accompagne par la permission d'Allah. C'est rapporté par Ahmad. Et Allah aussi a dit que si on le remercie, il va nous ajouter ses bienfaits. Donc, continuons à demander Allah, continuons à remercier Allah de nous avoir donné la santé auparavant et de préserver cette santé. Et il va nous ajouter cette santé. Et pour les personnes malades, continuons à remercier Allah pour la santé qu'il nous avait donnée avant et l'état qu'il nous a donné maintenant. Et il va nous donner la guérison. À Allah appartient la guérison. Et faisons de notre mieux. Allons à l'hôpital se faire dépister. Lorsqu'on entend les campagnes de dépistage, allons dans les campagnes ici. Il y a plusieurs structures hospitalières qui ont eu à faire de dépistage gratuit même. Donc, allons nous faire dépister tôt. Adoptons des gestes faciles, des gestes qui sauvent, comme on dit, et faisons notre doigt et ayons confiance en Allah. Merci, la sœur Halmata. Qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, le cancer n'est pas une fatalité. Qu'Allah, exalté soit-il, nous protège contre ces fléaux qui aujourd'hui fait des ravages dans notre société. Nous l'avons dit tout au long de cette émission. C'est une épreuve, comme toute autre épreuve. Il va falloir donc aller se faire soigner et puis se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de vocations sont à notre portée pour demander à Allah de nous accompagner dans cette épreuve. Halmata Mohamedou, épouse Hamadou, était donc notre invité. Elle est chercheur au Minrezi, elle est aussi doctorante à la faculté de sciences de l'université de Douala. La sœur Halmata Mohamedou, épouse Hamadou,
Un clin d'œil d'ailleurs à notre cher frère Hamadou, qui certainement est derrière son petit écran. Elle est aussi membre de la CAMWA dont je disais, la Cameroun Muslim Women Association, et étudiante en sciences islamiques à l'Institut Al-Aqsa de Douala. Merci, chers sœurs, merci, mesdames et messieurs, d'avoir été de notre vendredi prochain. Ce sera notre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de Victimes de l'Islam. D'ici là, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez vos câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada